Le 12 mars 1947, le président Harry Truman, que nous pouvons voir ici, prononce un discours devant le Congrès des États-Unis où il annonce que les États-Unis se doivent de soutenir tous les pays qui sont menacés par le communisme. Et du coup, cet événement, il marque le début de la guerre froide, c'est-à-dire une suite de combats indirects qui opposent d'un côté le bloc occidental dirigé par les États-Unis avec une idéologie plutôt libéraliste, au bloc soviétique qui, lui, est dirigé par l'URSS avec une politique plutôt communiste. Et du coup, ces deux grandes puissances, elles influencent leurs pays alliés, donc les pays de leur bloc, de façon économique, politique et militaire. Cependant, il y a un mouvement donc de volonté d'indépendance des puissances et de leur modèle qui naît en fait dans les pays alliés. Et ces revendications, elles sont notamment à l'image de l'année 1968, qui est marquée par des contestations simultanées à travers les différents continents. Mais comment l'année 1968 révèle-t-elle les limites et les fragilités des deux blocs de la guerre froide? Donc pour répondre à cette question, nous verrons d'abord les révoltes dans les pays occidentaux, puis les contestations dans le bloc communiste. Donc en mai 1968 en France, il y a de nombreuses revendications politiques et sociales, notamment dans les universités, c'est-à-dire que les étudiants, ils se plaignent d'un système hiérarchique qui est assez autoritaire et des campus saturés ainsi qu'un avenir professionnel plutôt incertain. Du coup, il y a de nombreuses manifestations étudiants à travers toute la France et notamment à Paris, comme on peut le voir ici avec donc des barricades suite aux manifestations qui ont eu lieu devant l'ENS. Et par la suite, ces manifestations elles s'étendent à tout le monde ouvrier qui est appelé à manifester pour plus de justice sociale avec des tracts ou encore des affiches, comme nous pouvons le voir ici. Et donc, au total, ce sont près de 10 millions d'ouvriers qui vont manifester. Cependant, euh, pour pour répondre au désir de la population, la politique a mis en place les accords de Grenelle, du coup, qui permettent une hausse des salaires et une amélioration des conditions sociales. Mais la population elle continue de manifester et du coup, il y a une dissolution de l'Assemblée nationale en France. Les revendications sont aussi présentes aux États-Unis durant l'année 1968, c'est-à-dire que durant cette période, les États-Unis ils sont impliqués donc dans la guerre du Vietnam, qui est particulièrement meurtrière, qui fait beaucoup de victimes et qui n'est pas aussi courte qu'il avait été promis au début de la bataille. Du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de jeunesse, de jeunes personnes, pardon, et d'étudiants particulièrement qui manifestent pour la fin de la guerre du Vietnam, comme à Londres, comme nous pouvons le voir ici, ou encore au Japon, mais surtout aux États-Unis. Donc, des étudiants d'universités telles que Columbia ou encore Berkeley prennent la décision de manifester. Et ici, il y a le témoignage d'un étudiant qui affirme que les machines à tract fonctionnaient nuit et jour, cours, débats, discours et manifestations se tenaient pratiquement à chaque heure. Et du coup, c'est donc les différents moyens utilisés par les étudiants pour exprimer leur opinion sur la question de la guerre au Vietnam. Par ailleurs, 1968, c'est aussi l'année de l'assassinat de Martin Luther King, qui était un activiste qui luttait pour les droits civiques des personnes noires aux États-Unis. Et du coup, son assassinat, en fait, a causé des révoltes assez violentes dans plus de 100 villes américaines, donc ce qui souligne la division au sein du pays. Par ailleurs, en marge de ces revendications politiques, il y a aussi le développement de la contre-culture hippie, donc avec des hippies que nous pouvons voir ici, qui eux ont pour volonté de refuser la guerre, de rejeter la société consumériste, et aussi de rechercher un mode de vie plus alternatif. Et du coup, ces jeunes personnes, elles revendiquent plus de liberté, notamment dans la sexualité, dans la famille, ou encore dans les relations sociales. Et donc la musique, elle devient aussi un moyen d'exprimer son avis politique avec donc beaucoup de chanteurs engagés et qui font des musiques où ils expriment des opinions concernant la guerre ou encore les injustices sociales. Par ailleurs, il y a le développement de mouvements tels que le pacifisme ou encore le féminisme qui apparaissent durant cette période. Donc ces revendications, elles s'appliquent aussi au bloc soviétique, notamment avec le printemps de Prague, c'est-à-dire qu'en Tchécoslovaquie, il y a le dirigeant Alexander Dubček qui lance un programme pour construire un socialisme à visage humain. Et du coup, ce sont des réformes qui
donc lutte pour une plus grande liberté d'expression, une décentralisation économique et aussi une ouverture culturelle vers tout l'Ouest. Sauf que ces changements, ils inquiètent l'URSS qui craint un effet domino dans tout le bloc soviétique. Et du coup, en août 1968, avec toutes les troupes du pacte de Varsovie, dont nous pouvons voir le logo ainsi que les différents membres ici, décide de réprimer de façon violente ces manifestations et ces répressions que nous pouvons apercevoir sur cette photographie. C'est-à-dire que les réformes sont annulées, les dirigeants ils sont remplacés et la censure elle est rétablie. Cependant, ces manifestations elles s'étendent à tout le bloc de l'Ouest, notamment en Pologne, où des étudiants décident de manifester pour réclamer plus de liberté, donc comme nous pouvons le voir ici, des grèves qui sont d'ailleurs réprimées, mais aussi en Yougoslavie, où il y a des manifestations étudiantes qui éclatent pour lutter contre les inégalités et la bureaucratie du régime. Du coup, ces mouvements ils montrent que la jeunesse des pays communistes, elle partage un peu les mêmes aspirations que celle de l'Ouest, avec plus de liberté, de la participation politique et une rupture avec les modèles autoritaires du passé. Même si les manifestations de 1968 à l'Ouest, elles sont réprimées, elles révèlent quand même les limites du système soviétique, c'est-à-dire que les idées réformatrices circulent et malgré la censure. Il y a donc des intellectuels, des artistes qui deviennent des dissidents et qui diffusent des textes clandestins, qui critiquent ouvertement le régime. Et d'ailleurs, ici, nous pouvons voir donc des citoyens soviétiques qui font la queue pour acheter des produits de première nécessité. Et ça montre en fait les fragilités du régime soviétique, pardon. Et du coup, le printemps de Prague, il laisse aussi une trace durable, c'est-à-dire qu'il démontre que le bloc communiste survit surtout grâce au contrôle permanent de la population et une absence du coup de liberté. Et enfin, pour conclure, l'année 1968, elle apparaît comme un moment où les contestations elles éclatent simultanément dans des contextes très différents. C'est-à-dire qu'à l'Ouest, ce sont plutôt des étudiants, des ouvriers et des minorités qui remettent en cause l'autorité, la guerre et la société de consommation, tandis qu'à l'Est, ce sont plutôt des citoyens et des intellectuels qui tentent d'assouplir les mesures du régime communiste qui sont un peu figées. Donc dans les deux cas, cette année, elle met en lumière les limites des deux modèles de la guerre froide, c'est-à-dire qu'elle marque un tournant culturel et politique en transformant durablement les sociétés occidentales et en révélant les fragilités internes du bloc communiste. Voici mes sources et merci pour votre écoute.